Bonjour à tous et toutes. Bienvenue au 4e cycle de webinaire de GICEF. Ce webinaire sur le thème des écosystèmes en changement de l'économie sociale solidaire dans l'ère post-Covid est le dernier rendez-vous d'une série de webinaires en français, en anglais et en espagnol organisés tout au long de l'année en préparation du Forum GICEF 2021 Mexico en collaboration avec le comité organisateur local mexicain. Je suis Laurence Kwak, secrétaire général du Forum mondial de l'économie sociale, plutôt connu sous le nom GICEF en anglais. Je serai la modératrice aujourd'hui. Ce webinaire en français est le premier en cycle qui verra se tenir 12 autres webinaires en espagnol et en anglais sur le même thème, le 22 septembre et le 29 septembre respectivement. Nous vous donnons rendez-vous si vous souhaitez y participer. Le thème « Écosystème en changement de l'économie sociale solidaire dans l'ère post-Covid » est le sujet qui anime toutes nos réflexions aujourd'hui. Parce que nous savons que le monde de demain sera façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui et par leurs conséquences. Il n'a fallu que 3 mois pour que le virus COVID-19, signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, se propage dans le monde. Et 9 mois plus tard, au milieu de troubles sans précédent, la crise médicale qui nous menace toujours s'est étendue à une grave crise politique, économique et sociale. Il est tout à fait naturel que le mot « nouvelle normalité » se soit répandu et que la curiosité et le désir d'un nouvel ordre à venir après la crise de COVID-19 aient grandi. Contrairement à hier, tous les citoyens se demandent désormais ce qui cause la crise. Quelle option s'offre à l'humanité et quel changement majeur elle apportera? Avec une énorme vague de changements qui approche et des expériences sociales en cours sans précédent, où pointera la boussole de la civilisation après le Covid-19? Interrogés sur les principales causes de la crise de Covid-19, certains experts répondent simplement « changement climatique ». D'autres experts se réfèrent à la globalisation, ça veut dire mondialisation centrée sur la région, comme une réplique contre le système actuel de globalisation, comme une solution pour surmonter la crise. Un économiste coréen qui enseigne actuellement à Londres, M. Ha-Jun Jang, a déclaré très récemment « Le problème actuel est la qualité de la croissance ». Si l'objectif de l'économie est de faire en sorte que chacun ait une vie confortable et satisfaisante, alors la croissance n'est qu'une des nombreuses façons d'atteindre cet objectif. Les efforts pour trouver des réponses au nouvel ordre au milieu de l'énorme confusion causée par la pandémie concernent aussi le monde de l'économie sociale solidaire. Nous recherchons également de nouvelles réponses et de nouvelles voies pour mieux répondre aux besoins sociaux et économiques des organisations de l'économie sociale solidaire touchées par la crise de COVID-19. Comment promouvoir l'innovation sociale pour les organisations de l'économie sociale solidaire et les autorités locales? Quelle est la stratégie pour que l'économie sociale solidaire résiste et sorte de la crise renforcée? Conscient que tout un chacun est vulnérable au COVID-19, les acteurs de l'économie sociale solidaire veulent maintenir une chaîne de possibilités pour avancer vers la solidarité et l'inclusion, mais croient d'abord que les conditions sociales doivent être modifiées pour que les membres de la société aient une résilience au rétablissement. Aujourd'hui, nous invitons 4 experts de diverses organisations qui agissent au niveau local, national, régional et international pour mieux accompagner les acteurs de l'économie sociale solidaire face aux nouveaux défis et aux expériences auxquelles l'économie sociale solidaire est confrontée, les conséquences de la pandémie de COVID-19. Vous entendrez
que l'écosystème changeant de l'économie sociale solidaire dans l'heure post-Covid. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelques consignes. Pour un déroulement optimal du webinaire aujourd'hui, on va d'abord procéder aux 4 présentations, suivies une séance de questions-réponses. Tous les participants, pensez-vous bien à muter et conserver vos micros éteints afin d'éviter tout bruit parasite pendant les interventions. Et chaque intervenant, vous avez 10 minutes pour partager votre contribution. Et puis, si vous voulez vous présenter et aussi causer avec d'autres participants, utilisez donc l'icône chat en bas de l'écran en vous présentant et aussi en partageant vos impressions et commentaires. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser votre question en utilisant dans cette boîte de chat. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les présentations des orateurs et enregistrements de ce webinaire seront mis à disposition sur le site de GICEF à l'adresse suivante de GICEF, www.gicef-net.org. Voilà, donc, je voudrais sans délai inviter notre premier orateur à prendre la parole. Madame Pauline Bonino, chargée de communication du réseau européen des entreprises sociales insertion. Elle va partager donc sa contribution sur les écosystèmes en changement de l'économie sociale solidaire dans l'ère post-Covid-19. Madame Bonino, vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que je peux avoir la première slide? Merci. Deuxième. Tout d'abord, je vais présenter notre réseau. Donc, nous sommes ENSI, c'est le réseau européen des entreprises sociales d'insertion. Nous avons été créés officiellement à Bruges, en Belgique, en 2001. Et actuellement, nous regroupons 27 réseaux nationaux et régionaux, représentant 20 pays européens. Tous ces réseaux poursuivent de manière adaptée aux contraintes locales les objectifs d'intégration sociale des publics défavorisés. Et au total, nous représentons environ 2400 entreprises sociales d'insertion et presque 400 000 personnes salariées. Depuis 2011, ENSI est reconnu par la Commission européenne comme le partenaire clé au niveau européen sur les questions de l'inclusion sociale. Prochaine slide. Donc, que faisons-nous concrètement? Nous représentons les intérêts des entreprises sociales d'insertion au niveau européen. Nous sensibilisons les parties prenantes aux ESI et à leur impact. Nous tenons nos membres informés des discussions législatives les concernant au niveau européen et dans les autres États membres. Nous favorisons surtout l'échange de bonnes pratiques entre nos membres, mais également avec des partenaires externes, européens ou internationaux. Et enfin, nous développons des projets européens, soit avec nos membres, soit avec des partenaires externes. La prochaine slide. Petit point sur ce que sont les entreprises sociales d'insertion, parce que la définition n'est pas toujours acceptée de la même manière dans tous les États. Nous considérons une entreprise sociale d'insertion une entreprise qui a 3 principes d'identification principaux. Premièrement, l'intégration sociale et professionnelle des individus qui souffrent de handicaps sociaux et professionnels en raison de leur exclusion et de leur rôle marginal dans la société. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui font le choix de mener leurs activités au sein même du système économique, lequel joue souvent un rôle important dans le phénomène d'exclusion. Et enfin, ce sont des entreprises ayant une forte dimension pédagogique, notamment par la mise en œuvre de programmes éducatifs conçus pour le développement individuel, au niveau professionnel, mais également citoyen, au sein de l'entreprise. Je vais vous présenter maintenant un projet auquel nous avons participé et qui fera le lien avec les écosystèmes de l'ESS. J'avais une petite vidéo à présenter. Donc, la vidéo est en anglais.
vais reprendre les points principaux du petit film, présenté de manière un peu plus dynamique. Donc, qu'est-ce qu'était le projet InnoWise? C'était un projet financé par Interreg Europe centrale qui s'est déroulé entre juillet 2017 et juin 2020. Il regroupait 12 partenaires venant de 5 pays, Italie, Slovénie, Croatie, Pologne et Belgique, pour un budget total de 2,3 millions d'euros. Prochaine slide. Donc, quels étaient les objectifs du projet? L'objectif était d'aider les ESI à dépasser leurs points faibles en améliorant leur capacité à offrir des emplois qualifiés aux groupes les plus défavorisés. De quelle manière? En mettant en œuvre une approche intégrée, regroupant, on peut revenir en arrière, répondant à tous les besoins de développement du secteur, des écarts technologiques aux pénuries de compétences, et en produisant des outils spécifiques pour les ESI. Le projet ciblait 4 secteurs principalement: l'agriculture, le tourisme, la gestion des déchets et le recyclage. Prochaine slide. Donc, ce que nous avons fait pendant ces 3 ans, c'est la mise en place de projets pilotes, 5, pour tester avec les ESI les services et les outils proposés. Nous avons proposé 12 formations en face à face. Nous avons organisé une masterclass. Nous avons créé un MOOC sur l'innovation commerciale et le marketing. Nous avons organisé un événement final. Plus d'événements étaient prévus, mais à cause de la crise du Covid-19, nous avons dû en annuler un certain nombre. Nous avons participé à 11 conférences multiplicatrices au niveau européen et national. Nous avons organisé 8 événements locaux avec les parties prenantes. Au total, pendant ces 3 ans, 111 entreprises sociales d'insertion ont été impliquées, qui représentent plus de 250 personnes formées. Bien la slide suivante. Et dans le cadre de ce projet, nous avons créé une plateforme en ligne spécifiquement pour les ESI, à laquelle vous pouvez aller suivant le lien. Cette plateforme est disponible en 7 langues: anglais, français, polonais, croate, italien, slovène et allemand. Elle liste 241 outils regroupés dans différentes catégories: marketing, vente, ressources humaines, mesure de l'impact, gestion de projet et finances. Elle propose également 7 leçons et le MOOC que nous avons préparé pendant le projet. Elle dispose également de 11 articles pour en savoir plus sur les formations proposées et les outils et les tips donnés par les ESI dans le cadre du projet. Prochaine slide, s'il vous plaît. L'objectif de cette plateforme, c'était d'aider les ESI à être participantes et non à subir la transition numérique. Dans ce cadre-là, la plateforme cherche à aider les entreprises sociales d'insertion et les entreprises sociales en général d'ailleurs, à améliorer leur visibilité, renforcer les capacités de leurs équipes, améliorer leur gestion du temps, améliorer leurs ventes, augmenter leur impact ou leur profit. L'objectif de la plateforme est vraiment d'aider ces entreprises à se former en autonomie aux outils numériques et à franchir le premier pas, voire le second, vers leur développement numérique. La dernière slide, s'il vous plaît. Cette plateforme s'est particulièrement révélée utile depuis la crise du Covid. Donc, depuis mars à peu près, nous faisons régulièrement des enquêtes auprès de nos membres pour savoir comment ils font face à la crise, comment ils s'adaptent. Ce qui ressort surtout, c'est que si certaines entreprises sociales d'insertion ont dû cesser leurs activités, la majorité ont dû les réduire et également ont dû s'adapter. Et la plus grande difficulté à laquelle toutes ces entreprises ont fait face, c'est de maintenir le lien avec leurs employés, ce qui est d'autant plus difficile que les employés des ESI sont souvent peu familiers avec l'outil numérique. Donc, parmi nos membres, plusieurs solutions ont été trouvées, ont été mises en place pour faire face aux conditions issues de la crise du Covid. Par exemple, la mise en place de l'enseignement à distance, mais cet enseignement donc, qui est au cœur des missions des entreprises sociales d'insertion a été difficile à mettre en place parce qu'il y a la fracture numérique, une inégalité dans l'accès au numérique, notamment pour ces publics cibles, les publics les plus défavorisés. Il y a eu également la mise en place pour les employés et les collaborateurs d'une plateforme afin de les maintenir informés de l'évolution du virus et des mesures en place et des gestes à adopter. C'est le cas en France, par exemple, avec une plateforme mise en place par la Fédération des entreprises d'insertion en collaboration avec Handicap, Utopreneur et UNEA. Dans certains pays, en Lettonie, par exemple, une
plateforme de services en ligne a été mise en place qui permet la mise en relation de personnes qui ne devaient pas ou ne pouvaient pas quitter leur domicile avec des personnes qui se proposaient volontairement de faire de petites tâches comme aller faire les courses ou promener le chien. Et enfin, certains restaurants qui étaient des entreprises sociales d'insertion ont dû mettre en place un service de livraison à domicile pour pouvoir survivre. Dans tous ces cas, la plateforme qu'on a développée dans le cadre d'Inowise était fort utile car ces saisies ont dû s'adapter très rapidement pour faire face à la crise et au moindre coût. Et les outils que nous proposions leur ont été très, très utiles et ont fait leur preuve pendant cette période. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Bonino. Je pense que c'est très intéressant, en tout cas, de voir comment le réseau européen des entreprises sociales d'insertion travaille, notamment à travers une plateforme très concrète, Inowise. Je crois que c'est un exemple, une pratique qui nous inspire parce que par intercoopération de plusieurs pays, plusieurs acteurs et plusieurs stakeholders, des parties prenantes, comment Inowise on peut dépasser leurs points faibles et en améliorant leur capacité à offrir des emplois qualifiés aux groupes défavorisés dans les pays de l'Europe centrale. Je crois que c'est un excellent exemple de bonne pratique. Et justement, ce qu'elle vient de dire, que l'objectif de la plateforme est d'aider les entreprises sociales d'insertion à être participantes et non à subir la transition numérique. Donc, je pense qu'on va revenir un peu sur ce qu'elle nous a présenté. Si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question en utilisant donc la boîte de chat. Alors maintenant, je vais vous inviter à voyager vers l'Afrique, dans un tout petit pays qui s'appelle Togo. J'inviterai donc notre deuxième orateur, M. Baudouin Kola, directeur exécutif du Centre de ressources en entrepreneuriat social, s'appelle CERES de Togo. M. Kola, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Madame Laurence. Merci, chers panélistes. Bonsoir à tous nos participants qui sont à travers le monde entier, particulièrement nos jeunes participants du continent africain. Alors, je m'appelle Baudouin Kola, je suis directeur du Centre de ressources entrepreneuriat social. C'est un centre qui a été créé le 25 mars 2019 en partenariat public et privé entre le gouvernement togolais et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. Dans un contexte assez particulier, dans celui de travailler à faire du Togo le hub de l'entrepreneuriat social en Afrique de l'Ouest. C'est un peu la mission qui nous a été assignée et nous accompagnons le gouvernement togolais à mettre en place le cadre institutionnel qui est adapté à la promotion de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale solidaire et également la mise en place des outils adéquats pour l'accompagnement des entrepreneurs sociaux et inclusives. Et dans l'entreprise inclusive, nous voulons parler de coopératives. Donc, depuis la création du centre de ressources en 2019, nous avons eu à travailler à l'élaboration à la mise en place d'un plan d'action pays pour l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Et nous avons également travaillé avec le gouvernement togolais et ses partenaires à la mise en œuvre des premiers travaux pour l'élaboration de la loi cadre en faveur des entrepreneurs sociaux. Parce qu'on n'a pas encore un cadre juridique et cela ne favorise pas l'investissement ou la collaboration avec les partenaires au niveau international. Nous avons également aujourd'hui le souci de mettre à la disposition des différents acteurs de l'entrepreneuriat social au Togo des outils adéquats afin qu'ils puissent faire face à ce contexte que nous traversons nous tous. Et donc, je vais parler de la COVID-19
Là, j'ai mis un peu quelques chiffres. C'est juste pour montrer que le Togo également est impacté. C'est un phénomène ou bien une maladie qui a quitté l'Asie et qui est arrivée sur le continent africain et qui a touché également le Togo. Et depuis avril 2020, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Donc, ce qui veut dire que les travaux tels que nous les faisons habituellement en présentiel, donc ces travaux ont connu un petit coup de fouet. Et cela nécessite de faire une transition. Et en termes de transition au nouveau centre de ressources, nous sommes en cours de réflexion pour pouvoir mettre à la disposition des outils numériques pour pouvoir accompagner, assurer un accompagnement adéquat aux entrepreneurs sociaux et également mettre sur place des mécanismes pour qu'ils puissent mobiliser les ressources. En termes d'accompagnement, donc, nous sommes en train de mener des réflexions qui sont bien sûr arrivées à maturité et qui vont prendre corps d'ici la fin de ce mois de septembre. Donc, je veux parler de l'initiative de l'Agora des projets S que nous sommes en train de développer avec l'association internationale ES Forum International qui est basée à Paris en France. Donc, si vous me permettez, je vais partager un petit document avec vous concrètement. Je ne sais pas si c'était pas, si la technique peut me permettre de partager un petit document avec vous. Baudouin, peut-être dans le chat, c'est quel type de document? Ok, là je vais vous, voilà. Donc je vais vous lire de façon littérale ce que nous avons préparé sur l'Agora des projets ES. Donc l'Agora des projets ES, c'est une initiative de ES Forum International, donc qui est une plateforme de promotion et d'accompagnement des projets d'économie sociale et solidaire sur les 5 continents. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? C'est de soutenir et de voir s'épanouir ces projets dans des projets d'entreprise d'économie sociale solidaire, donc germe de changement, donc qui s'inscrivent dans la volonté de construire ensemble, de montrer, de rendre visible les succès de notre modèle économique. Au diapason de la stratégie des ODD déployée par les Nations Unies, les pratiques économiques de l'ES sont les clés d'un ordre du monde plus juste, qui remet l'être humain et les écosystèmes en son centre, du local au global. Donc, de façon plus concrète, ce que nous voulons de ce Forum international, nous avons depuis quelques années déjà commencé par mener des réflexions pour la mise en place d'une plateforme d'accompagnement des projets de commission solidaire. C'est une plateforme de mentorat, donc accompagnement virtuel et accompagnement en présentiel avec l'appui des membres du réseau ES Forum International présents sur les 5 continents. Donc d'abord, la plateforme, c'est quoi? Elle a pour rôle de rassembler donc, des projets à fort impact social et environnemental au sein d'une même plateforme, donc qui offre de la visibilité et renforce le sentiment d'appartenir à une communauté réunie par les mêmes valeurs. Déjà, nous avons déjà commencé la phase test, comme je vous l'ai dit, qui commence en fin septembre. Nous travaillons déjà avec les pays comme le Togo et le Cameroun. Nous sommes en train de mettre en place le module d'accompagnement et nous comptons à terme, l'année prochaine, en janvier 2021, déployer ce programme-là dans tous les pays où nous avons la possibilité de l'implémenter. À part le souhait de rassembler les projets, l'Agora des projets S a pour objectif de partager les bonnes pratiques, donc faire circuler des savoirs, des savoir-faire et des méthodologies. Je suivais tout de suite la panéliste par rapport à son projet. J'ai vu un peu la vidéo qui était assez bien conçue et qui présentait un peu des liens avec ce que nous voulons faire par rapport à la voie des projets S.
Et enfin, par rapport à l'Agora des projets, c'est de créer un cadre de collaboration entre les acteurs des 5 continents et via des outils digitaux donc, qui permettent de découper partout l'impact social de l'ES. Ça, c'est vraiment très théorique, mais seulement l'Agora, c'est une plateforme en ligne où des porteurs de projets viennent inscrire leurs projets sur la plateforme et sur la base des projets qui s'inscrivent, ils sont accompagnés. Donc, l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est virtuel et un accompagnement physique. Et ES Forum International se base sur ses partenaires, les partenaires membres de son réseau pour pouvoir assurer l'accompagnement physique des projets. Donc voilà un peu résumé ce que c'est. Et au jour d'aujourd'hui, donc pour la phase test, ES Forum International travaille avec 2 partenaires techniques donc, qui apportent de l'expertise. Il y a pour l'Afrique, nous avons les membres du réseau WISE. Donc, le réseau WISE, c'est Women in the Youth for Social and Solidarity Economy, qui est un réseau ou bien une initiative qui est parrainée par M. Thierry Ganté et Mme Pauline Nefa, que je salue de passage pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse africaine. Et INCO. Donc, INCO, c'est une organisation qui accompagne aussi les entrepreneurs sociaux à travers le monde entier et qui a de l'expertise avérée dans le domaine et qui est membre également de ES Forum International et qui nous apporte l'aide qu'il faut. Au niveau de INCO, INCO est un peu spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs sociaux sur le projet Agora des projets. Et APES Togo, à travers la maison de coopérative ou maison de coopérative, assure l'accompagnement des coopératives sur le projet. Donc, tel est un peu comment est-ce que les choses, pour la phase pilote, comment est-ce que les choses se répartissent. Donc, sur la phase pilote, nous allons travailler dans le réseau WISE. Nous avons comme membre le PFAC, PFAC du Cameroun, qui intègre également la phase pilote et qui va travailler à assurer l'accompagnement physique des projets retenus sur la plateforme. Donc, je vais finir en disant que la situation de la COVID-19, en définitive, c'est une situation qui est bien sûr alarmiste, mais je pense que c'est une situation qui nous apporte des opportunités, des défis à relever. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'assurer la transition de nos actions de promotion, de nos actions d'accompagnement des acteurs de l'ES, et c'est à travers les outils digitaux. Et à travers également les outils digitaux, nous avons la possibilité d'impacter beaucoup d'acteurs. Donc, je nous souhaite de voir dans quelle mesure nous pouvons mutualiser nos moyens, nos savoir-faire, pour qu'on puisse, pour les acteurs des autres pays qui nous écoutent et qui veulent faire partie de la dynamique, qui puissent intégrer une famille, être formés et voir dans quelle mesure eux également ils puissent favoriser ou bien faciliter l'accompagnement des différents des initiatives, je veux pas des entreprises sociales, coopératives, des associations qui puissent assurer leur accompagnement à travers une plateforme numérique, parce qu'aujourd'hui, faire les activités en présentiel, c'est vraiment limité. Au Togo, par exemple, on ne peut pas faire un rassemblement de plus de 50 personnes. Donc, c'est déjà très compliqué. Maintenant, pour des zones rurales où l'accès au numérique est très limité, comment allons-nous faire? Là également, c'est l'occasion de mener des réflexions pour voir
comment faire pour pouvoir relever le défi. Ce ne sont que des défis qui s'imposent à nous. Et les défis, l'histoire du monde a prouvé que les hommes ont toujours la capacité de relever les défis qui s'imposent à eux. Donc ici, c'est un peu ce que je vais vous dire et vous remercier une fois encore pour l'occasion. Tout ce que le GICF fait par rapport à la jeunesse, tout ce que le GICF fait pour pouvoir mettre ensemble les acteurs autour des projets, on nous sera vous dire merci parce que c'est des occasions de se connaître, c'est des occasions pour nous permettre de travailler ensemble, c'est des occasions pour nous permettre de relever ensemble les défis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kola. Je pense que c'est un grand plaisir pour moi aussi personnellement, étant donné que j'ai été un des témoins aussi du lancement de ce CRS, Centre des ressources en entrepreneuriat social de Dogo, qui est devenu aujourd'hui une plateforme très importante qui génère beaucoup de synergies entre différents acteurs, mais aussi entre différents niveaux des acteurs qui travaillent ensemble pour leur mission d'accompagnement, de financement, structuration et déploiement des réseaux de l'économie sociale solidaire, mais aussi dans le domaine de recherche et publication sur l'économie sociale solidaire, ainsi qu'aussi le plaidoyer national et international, y compris donc au sein du gouvernement, mais aussi aux députés et auprès des collectivités territoriales. Je crois que en tout cas, c'est un grand plaisir de voir que vous avez déjà beaucoup avancé et que vous avez beaucoup de plans actuellement sur lesquels vous travaillez. J'espère que, en tout cas, votre ambition sera à la taille de vos enjeux, justement, que vous venez de dire, surtout pour la jeunesse qui attend vraiment une alternative, une sortie à travers de l'économie sociale solidaire et de l'entrepreneuriat social. Un très grand merci donc encore à M. Kola. Alors maintenant, j'inviterai donc notre troisième intervenant, M. Jeff Boisson, ancien président du collectif WeShare et cofondateur de la SIC Résilience de la France. Monsieur Boisson, vous avez la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors, je suis très heureux d'être là. Merci de m'accueillir. Merci à Pauline et à Baudouin pour leurs interventions avant. Très simplement, WeShare, c'est un collectif qui est né en 2012 en fait et qui a eu pour objectif de promouvoir l'économie collaborative et qui aujourd'hui en fait s'intéresse à l'impact du numérique et des pratiques collaboratives sur les entreprises et sur les territoires. Donc c'est une espèce d'ovni organisationnel parce que c'est à la fois une communauté, c'est aussi un réseau, une entreprise, enfin une association pardon, dans laquelle on fonctionne sans chef et donc on expérimente tous les jours ces nouvelles manières de fonctionner qui sont particulièrement efficaces dans un monde compliqué, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Et on a créé à partir de WeShare une coopérative. En France, ça s'appelle des SIC, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est des coopératives de parties prenantes qui s'appellent Résilience. Et en fait, c'est pour aller aider les entreprises et les dirigeants qui sont prêts à le faire à justement adopter ces pratiques organisationnelles nouvelles et à fonctionner justement d'une manière nouvelle et renouvelée dans ce monde compliqué. Alors, je veux bien que vous passiez la nouvelle slide, s'il vous plaît. Voilà, simplement pour vous rappeler le mot écosystème, en fait, je trouvais que c'était vraiment important. D'abord, c'est un terme qui date de 1935 et qui correspondait d'abord au traitement du monde des vivants. Et donc, il y a des mots importants. Il y a le mot interaction, il y a le mot lien et il y a le mot dépendance réciproque. Je crois que c'est vraiment important. Alors, en particulier dans le monde de l'ESS, où on essaye de regarder le monde avec d'autres lunettes qui ne sont pas des lunettes purement financières et où l'humain et la relation avec le vivant sont importantes. Je crois que c'était un élément important. Alors, la slide d'après, voilà, simplement la partie écosystème pour désigner un ensemble d'entreprises, c'est un Américain qui l'a sorti dans le Harvard Business Review en 1993.
Et en fait, lui, il désignait dans une conception très néolibérale le fait donc il parlait de coopétition, hein, qui est une contraction de coopération et de compétition. Et il disait, en fait, il théorisait le winner takes all, en disant, voilà, si vous êtes capable de prendre la main sur un écosystème, eh ben, vous allez voir, vous allez tout gagner. Alors ça, c'est la version sombre et négative de l'écosystème. Et puis, évidemment, nous, on est à fond dans justement tous les bénéfices et toutes les externalités positives qu'on peut évidemment travailler avec un écosystème. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Simplement vous rappeler ce qu'on a dit un petit peu au début, hein, le fait qu'on est dans un monde, je ne sais pas si vous connaissez l'expression VUCA, hein, qui dit à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire que c'est de plus en plus évidemment difficile de prendre des décisions. On n'a pas tous les éléments. Quand on les a, il y en a tellement que c'est trop compliqué. Quand on prend une décision, ben déjà le contexte a changé et on n'est jamais très sûr en fait des éléments. En fait, bon, ça a probablement toujours été un petit peu comme ça, mais là, je trouve que ça prend des proportions qui sont évidemment très fortes. Et les histoires de coronavirus sont une parfaite illustration de la complexité du monde dans lequel on fonctionne. Alors, du coup, je mets le slide d'après. Voilà, ce qui est vraiment important, du coup, c'est que dans un monde VUCA, la seule manière de surfer la complexité, et non pas de l'affronter, c'est de travailler l'agilité. Et donc, ça va nous obliger à acquérir, et en particulier dans des structures de l'ESS qui sont, à mon avis, un peu aux avant-postes de ces nouvelles façons de procéder, à fonctionner de manière plus ouverte et plus coopérative. La slide d'après, elle nous parle en fait d'une deuxième conviction, justement, c'est que la coopération, c'est ce qu'on peut appeler la deuxième loi de la jungle. On nous a toujours appris que la première loi de la jungle, c'était la loi du plus fort. Bon, et ben, en fait, si vous lisez Pablo Servigne, qui est un collapsionniste français assez célèbre, vous verrez qu'il a beaucoup travaillé en tant que scientifique sur les différents exemples et les innombrables exemples qui existent dans le monde du vivant pour montrer tout ce qui est coopération. Et il a montré aussi, avec des tas d'études, là aussi scientifiques à la clé, comment ce sont les groupes humains les plus coopératifs qui sont les plus résilients, c'est-à-dire qui sont capables de traverser les crises et puis pour en ressortir transformés et intègres. La slide d'après. Voilà. L'autre conviction, c'est une conviction plus militante, en tout cas chez WeShare, et qui rejoint vraiment les problématiques de l'ESS, c'est qu'en transformant les sociétés, c'est-à-dire les entreprises, les associations, en fait, on est capable de transformer la société. C'est un côté un peu pollinisateur, c'est-à-dire que les bonnes pratiques, les nouvelles manières de s'organiser, de fonctionner, si on est capable de les transmettre dans les entreprises, et bien les gens qui travaillent dans les entreprises, ils ne vont pas les raccrocher au vestiaire en partant, ils vont au contraire les emmener dans leur vie de citoyen. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut participer à changer le monde. Slide d'après. Voilà, et donc nous, ça nous a amené à travailler sur le concept de résilience organisationnelle. Slide d'après, s'il vous plaît. Je vais passer très rapidement dessus. En fait, donc, nous, on dit qu'il y a 5 piliers qui sont importants, qui pourront justement aider à permettre de traverser les crises pour en ressortir transformé et intègre, parce que si on en ressort transformé et pas intègre, ça ne sert à rien d'avoir fait la transformation. Et important de dire qu'il n'y a pas d'injonction à la résilience et qu'en même temps, on est tous résilients dès lors qu'on est vivant. Simplement, c'est comment est-ce qu'on renforce cette résilience, comment on la rend plus vivante. Donc, il y a 5 piliers sur lesquels je passe assez vite parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a le sujet… Ah pardon, vous pouvez revenir en arrière, voilà, merci. La question du sens, alors on traduit ça par raison d'être. Le sens, c'est à la fois ce qui permet d'aligner le collectif sur une direction, mais en même temps, ça donne un cadre pour chacun pour travailler. Derrière, il y a la raison d'être, il y a les valeurs, il y a toutes ces choses-là. Deuxième point, c'est la capacité à faire écosystème de manière ouverte et non prédatrice. Donc, on est en plein dedans. Cette capacité à tisser des liens, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Voilà, c'est important que ça soit non prédateur, parce que Amazon sait très bien faire de l'écosystème, mais sauf que évidemment, c'est dans une autre perspective. Capacité à partager le pouvoir, ça on va en parler déjà juste après sur cet aspect justement collaboratif. Quand on a partagé le pouvoir, c'est normal de partager aussi la valeur. Et puis, il y a un point aussi sur la capacité de prendre soin de chacun, chacune, et prendre soin du collectif. Et si on n'est pas capable de déployer cette culture-là, souvent, ça ne fonctionne pas. Et typiquement, je pense que ça fait partie des marqueurs du monde de l'ESS.
pas toujours bien, malheureusement, partagé, mais je pense que dans l'esprit, c'est ça qui est derrière. Alors, la slide d'après, en fait, elle nous invite justement à faire une réflexion qui s'applique à la fois aux entreprises, évidemment, aux organisations, mais aussi aux individus qui les composent. Et en fait, c'est vraiment hyper important d'être conscient que on ne peut pas être collaboratif, on ne peut pas être ouvert, on ne peut pas être coopératif avec l'extérieur si on n'est pas ouvert au dedans. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, une association, une coopérative qui est connectée à l'extérieur, qui est ouverte dans la confiance et dans la relation, si dedans on est cloisonné, pyramidal et dans un monde ancien et qui ne fonctionne plus, ou de plus en plus mal en tout cas, dans le monde VUCA qu'on a construit. Et c'est valable aussi pour les individus, c'est-à-dire que si vous avez des individus qui sont tournés vers eux-mêmes et pas du tout ouverts, tout en étant évidemment bien ancrés dans leur verticalité, et ben ça ne fonctionne pas. C'est donc à la fois une dynamique individuelle et collective, cette ouverture. Le slide d'après nous permet justement de montrer que si on veut passer d'un monde pyramidal et traditionnel, en fait, qui a bien fonctionné jusqu'à présent, dans un monde plus systémique, justement, ou écosystémique, et ben en fait, on est bien obligé de repasser par des questions d'organisation, de comment on prend des décisions, quel outil, comment on partage l'information et comment on interagit avec les autres, surtout comment on décloisonne. Donc c'est une transformation organisationnelle à laquelle la collaboration et la coopération nous invitent, et c'est aussi une transformation intérieure, parce qu'évidemment, quelqu'un qui adore le fonctionnement pyramidal à gauche, il a beaucoup plus de mal dans ce monde complètement mouvant, qui est le monde plus en réseau et le monde écosystémique qui est décrit à droite. Je vous mets un nouvel slide, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, toutes ces questions-là, elles tournent autour du pouvoir, bien sûr. On ne peut pas passer d'un système à l'autre sans se poser la question du pouvoir. Je mets la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et la question du pouvoir, en fait, il y en a trois. La première, c'est qu'on a tout. Le leadership est partout. Le pouvoir est partout. Il y a plein de formes de pouvoir. Il y a le pouvoir hiérarchique, bien sûr, mais vous avez le pouvoir de l'expérience, vous avez le pouvoir du commercial ou de la personne qui ramène 30% du chiffre d'affaires. Vous avez le pouvoir de l'expertise. Il y a plein de types de pouvoirs qui existent. Donc la question, ce n'est pas comment on supprime le pouvoir, mais plutôt derrière, comment on le fait passer d'une perspective individuelle, le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, à une perspective collective, le pouvoir avec. C'est de la passage du je vers le nous. Et il y a aussi un nous qui n'oublie pas le je, parce que si on est dans un nous qui oublie le je, on est dans un monde totalitaire. Et si on est dans un je qui oublie le nous, on est dans un monde individualiste. Donc on a bien besoin du pouvoir, on a besoin de leadership, parce que ça ne fonctionne jamais tout seul. Simplement, il faut que ça soit un leadership qui soit intégré dans une perspective collective et pas seulement sur une perspective individuelle. C'est très important aussi de bien réaliser, mais ça prend du temps, et c'est là aussi, c'est un cheminement intérieur pour les dirigeants, quels qu'ils soient de l'ESS ou pas de l'ESS, parce que parfois, on a l'impression que c'est parce que c'est l'ESS, ça va être plus soft. Et ben, voilà, il existe, et on les connaît, des coopératives qui sont de véritables dictatures. Donc, ce n'est pas parce que le statut n'est pas vertu, comme dirait l'autre. Donc, c'est important que l'idée de partager le pouvoir, ça n'est pas perdre le pouvoir. Voilà, très important. Je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Et en partageant le pouvoir, qu'est-ce qu'on va gagner? De la confiance, de l'engagement et un sentiment d'appartenance qui sont vraiment au cœur du fonctionnement d'un écosystème. Il ne peut pas y avoir d'écosystème s'il n'y a pas de confiance, parce qu'il ne peut pas y avoir de lien, de relation entre des humains s'il n'y a pas de confiance. Et une fois qu'il y a la confiance, vous pouvez vous engager, parce que vous n'êtes plus là à mettre des checkpoints et des sacs de sable de partout pour vous protéger. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Pour vous montrer ce que ça peut donner précisément de fonctionner de manière horizontale et coopérative, vous avez en bas à droite le système, en fait, j'allais presque dire, non pas, oui, ultralibéral, où en fait, il y a bien un problème, mais en fait, il n'y a pas de leadership. Et donc finalement, il n'y a aucune direction prise, il ne va rien se passer parce que les gens ont besoin d'un cadre, et là, il n'y a pas de cadre. En haut à gauche, vous avez un système plus traditionnel avec une injonction et une direction à prendre. C'est super, mais si ça se trouve, construire un pont, ce n'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il y a juste, on peut traverser à la nage. Peut-être qu'en fait, si on met les pieds dans l'eau, on va se rendre compte qu'il y a 10 cm d'eau et qu'on peut traverser à pied. Vous voyez, c'est pas forcément, le patron n'a pas la science infuse. Et puis, complètement en haut à droite, vous avez le fait de le leadership, c'est-à-dire on montre une direction,
et on a cette relation inclusive qui permet en fait à chacun de participer et de co-construire la solution. Je mets la page d'après, s'il vous plaît. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Je vous ai mis, si vous avez, la présentation après, vous aurez dans la dernière page voilà, quelques références bibliographiques. Si vous voulez vous en servir, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Boisson. Je pense que c'est sans doute 10 minutes, ce n'est pas suffisant pour vous de partager tous ces nouvel écosystème que vous venez de partager avec nous. Je pense que je ne serai pas le seul qui a appris beaucoup de nouveaux vocabulaires, VUCA, la résilience organisationnelle, et je pense que c'est rien que des concepts à approfondir. Je pense qu'on a beaucoup condensé, en tout cas, la vision et la direction vers laquelle je pense que nous souhaitons de nous diriger et que mener une nouvelle transformation de notre société et notre économie. Un très grand merci. Alors, je vous rappelle donc aux participants, si vous avez des questions à poser aux intervenants, utilisez donc l'icône chat pour poser votre question et partager aussi vos commentaires et vos impressions. Merci. Donc, alors, comme nous avons le dernier intervenant, M. Matteo Jacob, qui est cofondateur. Keyword Day, c'est une autre plateforme tout à fait intéressante en Belgique. On va découvrir. Donc, M. Jacob, vous avez la parole. Bonjour, merci pour votre accueil. Je suis dans ma voiture. On a vraiment toutes les possibilités qu'on veut au XXIe siècle de communiquer. Et j'étais en train de présenter GiveD pour une commune et donc je me permets de le faire depuis ma voiture. Donc effectivement, on a créé GiveD qui est une plateforme en fait qui vise à créer un écosystème entre des associations qui ont des besoins, des volontaires qui ont envie de donner de leur temps. C'était le départ en fait de GiveD, c'était de constater qu'il y avait beaucoup d'associations qui avaient des besoins, beaucoup de volontaires qui avaient envie de s'engager, mais qui n'avaient pas nécessairement entre les deux un matching fluide, facilité par des outils qui pouvaient moderniser le volontariat avec une idée des volontariats modernes, c'est-à-dire pas réservé aux plus de 65 ans, mais à toute catégorie de la population. On pense effectivement, comme le précédent intervenant, Jean-François, dont j'oublie le nom de famille, expliquait que on pense aussi que c'est par l'action que l'impact tant sur la société que sur les personnes va pouvoir être concrètement réalisé, que la société va pouvoir réellement concrètement être modifiée. Alors l'idée de départ qui était de faire une plateforme entre les associations et les volontaires n'était pas suffisante, en ce sens qu'on pense que simplement mettre un outil à disposition de ceux-là, c'est très chouette, mais ça ne crée pas de dynamique. Donc l'idée, c'est de créer un écosystème, comme je disais, qui rassemble d'une part les volontaires et les associations, mais également voilà, les communes, les entreprises et les écoles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une plateforme générale et puis que sous cette plateforme, on crée des plateformes dédiées par commune. Pourquoi par commune? Parce que les engagements, sur 85% en tout cas du sondage qu'on a fait, 85% des volontaires disaient vouloir s'engager localement. D'où l'idée de travailler avec des communes, de développer des plateformes communales, par exemple, au niveau mondial. Je pense que Bruxelles, c'est assez connu. Hein. Ici, j'étais à Esneux, qui est un petit village, mais on a créé une plateforme pour la ville de Bruxelles. Et donc, c'est gived.be/Bruxelles, où les volontaires et les associations peuvent s'inscrire. Et avec la commune, on a tout un service de support qui permet de donner une visibilité, de la communication, des outils aux communes, aux associations plutôt, pour développer leur volontariat. On fait la même chose avec les entreprises et avec les écoles. On a un réseau maintenant d'écoles catholiques en Belgique qui va
se greffer sur Giveday. Donc les volontaires qui vont vouloir aller raconter des histoires, être membres de pouvoirs organisateurs, vont pouvoir s'inscrire. Et d'un autre côté, on est en train de développer un système d'éducation pour les élèves ou les étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre comment on fait de l'entrepreneuriat social, délivrer un projet pour des associations. Je vous propose de passer à l'étape suivante. Donc voilà, on a plus de 15 000 annonces qui ont donc 15 000 matchings, plus de 50 000 volontaires en Belgique, plus de 3 000 associations et plus de 300 plateformes qui ont été construites. Donc je vous propose, voilà, donc comment ça se passe, c'est assez simple. Pour les plateformes locales, hein, où on a une plateforme par communauté, par exemple une plateforme pour l'Université libre de Bruxelles, donc l'université à Bruxelles. On peut créer des plateformes dédiées sur lesquelles les gens viennent s'inscrire. Donc on a un support, un feedback technique, toutes les statistiques de ce qui se passe sur la plateforme. Sans métriques, une plateforme malheureusement ne sert pas à grand chose parce qu'on ne sait pas ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment y remédier. Et donc l'idée, c'est d'avoir un environnement dynamique pour les admins de la plateforme qui puissent l'améliorer sans cesse et avoir des connexions, des matchings et des actions qui soient le plus varié et le plus actif possible. On peut passer à le slide suivant. Donc, il y a d'autres acteurs qui sont actifs sur le marché, mais qui font du matching plutôt actif, c'est-à-dire que vous devez vous-même aller chercher les annonces qui correspondent à votre profil ou les associations aller chercher les volontaires qui correspondent à vos annonces. Ici, ce qu'on fait, c'est du matching passif. En Belgique, on nous appelle le Tinder du volontariat. Et donc, on fait le lien direct entre les besoins des associations et les volontaires par des notifications. Je propose de passer au slide suivant parce que 10 minutes, c'est court. Donc, donc, vous voyez toutes les possibilités pour les associations d'avoir voilà, qui sont offertes par la plateforme et qui leur permettent d'avoir un maximum d'annonces qui correspondent à un maximum de volontaires. L'idée étant d'être le plus large possible et d'avoir un maximum d'annonces. Les annonces sont gratuites, donc on peut en publier autant et l'association peut également suivre les annonces qui sont publiées et la popularité, si vous me permettez, des annonces qui sont publiées. Le slide suivant, c'est un développement qu'on vient de lancer, c'est le VRM. Vous connaissez peut-être pour les entreprises le CRM. Il existe un VRM, donc c'est un Volunteer Relationship Manager. Donc ça permet aux associations de gérer à 360 degrés leurs volontaires, leur volontariat. Donc ils publient des annonces, il y a des volontaires qui s'inscrivent. Ils ont accès aux volontaires, au profil des volontaires, qui peuvent recevoir alors automatiquement les contrats de volontariat pour que l'association soit en ordre. Il y a la possibilité aussi de gérer toutes les notes de frais, etc. Donc c'est un outil de gestion du volontariat qui est assez bien apprécié par les associations qui ont généralement des outils de gestion assez archaïques. Et ici, on rentre voilà, dans une manière de gérer le volontariat qui est moderne et qui est actuelle. Point suivant. Voilà, on donne aussi des ateliers aux associations, on leur apprend comment on recrute des volontaires, comment on travaille avec des volontaires, comment on intègre les volontaires, etc. Donc il y a tous des workshops qui sont proposés aux associations. Le slide suivant. Alors, ce pourquoi on a été connu au niveau peut-être international, c'est grâce à une plateforme Impact Days. Ici, vous voyez, c'est pour la région de Bruxelles. C'est une plateforme qui a été adaptée pendant la crise du coronavirus, qui était destinée au départ aux entreprises. C'était un outil de gestion qui nous appartenait et qu'on utilisait pour des gros événements. Et puis, dans le cadre de la crise ici du coronavirus, on a adapté ces plateformes pour l'aide de proximité pendant la crise du coronavirus. Donc, comment ça se passait? C'est assez simple. Les communes
on crée une plateforme par commune. Il y a eu plus de 300 communes en Belgique qui ont adapté la plateforme. La commune crée une annonce en disant voilà, on a besoin de personnes pour faire les courses, on a besoin de personnes pour aller conduire des gens chez le docteur, voilà, pour écrire des lettres, pour aller à la pharmacie. Les gens s'inscrivaient soit comme demandeurs, soit comme volontaires, et la commune faisait le matching. Alors ici, on va par exemple faire des courses, là on s'inscrivait, c'est assez simple, et ça continue à fonctionner encore aujourd'hui. Et ça permet d'apporter de l'aide de proximité de manière très précise et localement. On peut passer au slide suivant. La commune a un tableau de bord, si vous voulez, qui lui permet de gérer l'inscription des bénévoles. Vous voyez les demandes d'aide, les annonces, les paramètres de plateforme, etc. Et au fur et à mesure, cette plateforme a évolué avec la possibilité d'envoyer des mails à certains groupes ou à l'ensemble des volontaires ou à l'ensemble des bénéficiaires. Pas des bénéficiaires, parce que généralement, les bénéficiaires sont moins digitalisés que les volontaires, en permettant aussi d'avoir des inscriptions par la commune de volontaires ou de demandes d'aide. Et donc, ça a permis, pendant toute cette crise, de générer plus de 50 000 inscriptions de bénévoles. Donc, en Belgique, c'est quand même pas mal. Ce qui a aussi donné une visibilité à l'international, puisqu'il y a des communes françaises qui sont inscrites. On a eu des contacts avec la Hongrie, voilà, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne. Et on a traduit la plateforme dans plus de 27 langues. Donc, elle est maintenant disponible dans le monde entier pour 27 langues, donc toutes les langues européennes, plus le chinois, les langues hindouistes, permettez-moi de me tromper. Bon, bref, il y a eu pas mal d'espoir et concrétisé pour la plateforme, et qui a permis d'apporter pas mal d'aide. Oui, en arabe aussi, pas mal d'aide un peu partout où on en avait besoin. Et je pense que c'est via cette plateforme-là que j'arrive ici au GSF pour vous présenter l'outil Giveday, qui aujourd'hui est belge. Vous connaissez peut-être la Belgique, c'est un pays assez compliqué politiquement, communautairement aussi. Et donc on mature le projet maintenant pour l'année prochaine se diriger vers d'autres pays et faire bénéficier d'autres communes, d'autres entreprises de l'outil, et d'aller vers l'international. Voilà, en quelques mots, je pense que c'était, voilà, si vous voulez plus d'infos, mes coordonnées. Merci, Monsieur Mathieu Jacob. Avec plaisir. C'est une expérience tout à fait innovante et intéressante. Alors, je pense que oui, sans doute 10 minutes, c'était un peu trop court pour exposer toutes les bonnes pratiques et bonnes expériences que vous avez développées à travers de cette plateforme Giveday. Alors, je que comme vous êtes en train de se déplacer, je voudrais d'abord poser une question à vous. Alors, au cours des derniers mois, avez-vous reçu des demandes spécifiques de la part des collectivités pour la provision de services répondant à des nouveaux besoins, surtout dans ce contexte de la crise COVID-19? Et si oui, alors quelles sont ces demandes et comment ça fonctionne? Et puis, avez-vous identifié des axes de progrès pour un partenariat renforcé avec les collectivités ou nouveaux services ou nouveaux outils, etc. Mais évidemment, vous pouvez deviner comme le GSF, c'est un réseau entre les collectivités territoriales et les acteurs de l'économie sociale solidaire, évidemment. Donc, ces questions ont un intérêt particulier, en tout cas de la part de notre région. Oui, Monsieur... alors je vous remercie. Je vous remercie pour les questions. Si j'en oublie une, n'hésitez pas à me faire un petit rappel. Alors, pour la première question, il y a différentes... ça va être une réponse lasagne. Hein. La première, c'est que ce sont les communes, les municipalités qui, dans un premier temps, nous ont contactés. On travaille déjà avec des communes pour Giveday, et puis nous ont dit on est dans une situation critique. On a beaucoup d'acteurs, que ce soit économiques ou sociaux, qui ont des besoins et on n'arrive pas à les rencontrer. Donc, c'est
eux qui nous ont demandé si on n'avait pas une solution. Et c'est comme ça qu'on a adapté, géré la plateforme. Donc, la crise du Covid a engendré des besoins pour les collectivités qui ont, quand je parle de collectivités et de municipalités, c'est aussi, on a une plateforme pour l'ULB, justement pour l'université, qui a très, très bien fonctionné. Alors, bien fonctionné, c'est toujours délicat à dire, hein, parce qu'on connaît le contexte, mais où il y a eu pas mal d'activités. La deuxième tranche de la lasagne, c'est que les communes se sont adaptées à la crise pour répondre à un certain nombre de besoins qu'elles avaient, que ce soit la distribution de repas qu'elles font dans un certain cadre institutionnalisé, mais là qui sortait complètement des normes, et qui écrire des lettres ou donner des coups de téléphone, c'était revenir, je dirais, à des besoins basiques, hein, si vous me permettez l'expression de dire de base, sociaux, donc d'avoir des contacts sociaux. Il y a des personnes qui se retrouvaient seules et donc il fallait leur donner voilà, un petit peu de vie autour d'eux. Et puis après, des actions beaucoup plus terre à terre, de faire des courses à la pharmacie et chez le docteur. Et donc, on s'est rendu compte que les collectivités avaient un rôle à jouer qui était hyper intéressant et hyper important. Par contre, c'est un petit bémol, et c'est sur quoi j'aimerais je dis moi, travailler en tout cas avec les communes, c'est la difficulté pour les gens de se porter demandeurs d'aide. C'est-à-dire que c'est compliqué de demander à autrui de l'aide, ça ne se fait pas naturellement et donc il faut un accompagnement. Pour moi, c'était vraiment une leçon de se rendre compte qu'on a eu, dans une période de crise comme celle-là, beaucoup de demandes, enfin d'offres de volontaires, hein, d'offres de volontaires, mais que pour les personnes, il fallait vraiment aller les chercher et sensibiliser les gens à aller demander de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. C'est cette collaboration, cette coopération entre des personnes qui ont des besoins, d'autres qui ont des ressources. Et c'est pas parce qu'on a des ressources qu'on n'a pas de besoin. Et donc chacun peut être demandeur de l'aide également de l'autre. Et c'est vrai que c'est cette latéralité n'est pas encore comprise, n'est pas encore rentrée dans les mœurs. Et donc, ouais, je pense que en termes technologiques, développer des plateformes comme celle de Giveday ou d'autres pour des collectivités, c'est assez riche parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire toutes seules et donc de créer des réseaux aussi. Ça permet d'améliorer ce qu'on fait, c'est entre les collectivités des réunions de trucs et astuces, hein, ou de bonnes pratiques pour améliorer les outils et toujours développer les connexions sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. De toute façon, il y a d'autres questions, donc mais pas particulièrement adressées à vous, mais vous pouvez aussi répondre plus tard. Oui. Alors, je pense que j'en ai des questions de Amadi Diallo, commune de Saint-Louis, Sénégal, qui pose quels sont les impacts de COVID-19 sur les ODD, Objectifs de développement durable, à travers le monde. Et puis, j'ai une question de M. Fabrice Adelf-Balou de Côte d'Ivoire qui dit quelle stratégie à adapter pour une meilleure résilience. Et puis, une question provenant aussi du Brésil, de la part de Mme Rosemary Gomez, du Forum brésilien de l'économie solidaire. Économie solidaire comme alternative aux pandémies ne devrait-elle pas avoir une échelle de production alimentaire et une logistique de distribution équitable? Voilà, donc ce sont des questions adressées à tous les intervenants. Et en même temps, j'ai une question particulièrement adressée à M. Jean-François Busson. Dans le cadre des activités menées par votre SIC Résilience, pouvez-vous nous en dire plus, les partenariats éventuels avec les organismes publics ou les collectivités locales, notamment autour de la structuration ou de renforcement des écosystèmes? Je crois savoir que le CRES Île-de-France fait partie de vos partenaires.
quel rôle est-il amené à jouer et comment vous, justement, vous travaillez et ce nouveau écosystème que vous avez partagé tout à l'heure? Alors, merci. C'est vraiment une terre de contraste, le monde de l'ESS, parce que c'est effectivement des gens qui ont beaucoup de besoins, précisément parce qu'ils ne sont pas mainstream, au sens où ils ne sont pas dans le modèle dominant orienté finance. Et donc, c'est des gens qui ont des forts besoins et en même temps, ils sont souvent démunis parce qu'ils n'ont pas accès ni au financement, ni à l'accompagnement d'une manière générale. Et donc, la CRES Île-de-France, qui est un organisme public qui coordonne, parmi d'autres évidemment, les activités dans le monde de l'ESS, a organisé une de ces commissions, et une de ces commissions, dont je suis un des coprésidents, justement, a pour objectif de mettre en relation les gens qui font de l'accompagnement, donc c'est des consultants, mais c'est aussi des financeurs, avec les sociétés de l'ESS. Donc c'est comme créer une plateforme. Elle peut être numérique, mais c'est aussi très bien quand on se rencontre. Comme disait je ne sais plus qui, il y a l'app, au sens il y a l'application, mais il y a aussi l'apéro. Et dans l'apéro, on fait des choses qu'on ne fait pas à distance avec du numérique. Et le numérique n'est là que pour prolonger des interactions et des rencontres individuelles. On voit bien comment on souffre tous les uns les autres de faire des zooms. Alors là, c'est bien particulier parce qu'on est au niveau international, mais des gens qu'on voyait physiquement avant, qu'on ne voit plus maintenant qu'à travers des écrans, c'est quand même douloureux. Et donc, cette plateforme a pour objectif de fluidifier en fait les relations, les mises en contact entre ces sociétés de l'ESS et des accompagnateurs, aussi bien en termes de conseils qu'en termes de financement. Voilà, donc il y a évidemment d'autres initiatives en France, que ce soit des initiatives locales ou des initiatives nationales qui sont coordonnées. Je trouve que tout ça avance parfois lentement parce que il y a des habitudes, des lourdeurs, un peu de politique dans tout ça. Mais globalement, c'est vraiment, je trouve qu'on a beaucoup de chance, en tout cas en France, d'avoir autant d'énergie et autant d'argent qui est mis en jeu pour justement aider les acteurs de l'ESS. Et précisément, ce qui manque, à mon avis, c'est cette capacité à vraiment faire écosystème. C'est-à-dire comment les gens sont capables aussi de se rendre service les uns les autres, de s'aider, de se faire la courte échelle, et pas être seulement consommateur, et pas seulement venir prendre, mais aussi contribuer. Parce que si on assèche la matrice, entre guillemets, si on ne fait que prendre, à un moment donné, ça va pas fonctionner. La matrice, elle va s'assécher. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire sur la planète Terre. Ça ne vous aura pas échappé. À force de ne faire que prendre, on finit par épuiser le système. Et donc, ça fait partie des choses aussi. En fait, c'est une prise de conscience, la transmission justement de ces nouvelles manières de fonctionner, de collaborer. Comment est-ce qu'on peut être en confiance? Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça s'expérimente. Et ça s'expérimente à partir du moment où les gens on a une bonne information sur la réputation des autres. Vous n'allez pas faire des affaires, vous n'allez pas vous mettre à travailler avec des gens qui ont mauvaise réputation. Donc la réputation, il y a plein d'éléments que le digital permet aujourd'hui de favoriser, mais ça ne remplace pas les interactions. Et donc parmi les choses que la CRES doit favoriser, c'est justement ces rencontres, ces échanges à des petits niveaux, et qu'on crée des liens, et parce qu'on a confiance, on peut faire des choses. Voilà, il y a toute cette démarche et cette dynamique pour faire écosystème, et ça prend du temps parce que évidemment on est tous formatés pour fonctionner dans un monde plutôt de compétition, et on oublie que si on acceptait de lâcher prise, de faire écosystème et de rentrer dans une perspective de coopération, probablement que ça ferait des merveilles. Mais ça, il faut l'avoir expérimenté pour ne plus avoir peur. Merci beaucoup, Monsieur Boisson. Je pense que nous avons d'autres questions aussi, mais en tout cas, vous pouvez réfléchir en même temps. Alors, il y a une toute fraîche question qui vient de Madame Sam de la ville de Dakar au Sénégal. Par rapport à la commande publique, est-ce que des facilités pourront être proposées aux entreprises de l'économie sociale solidaire
pour la période post-Covid-19? Voilà, c'est une question ouverte. Alors, peut-être j'inviterai Madame Bonino, peut-être vous avez pas mal d'expérience sur cette question, mais évidemment, des autres intervenants, vous avez aussi la possibilité de répondre. Madame Bonino? Alors, en Europe, il y a de plus en plus d'expériences, de projets qui sont menés de marchés réservés pour les entreprises de l'ESS. Qui se développent de plus en plus. Il y a eu un gros projet européen l'année dernière qui a publié ses résultats avec des bonnes pratiques pour inclure des critères sociaux dans les commandes publiques. Donc, je peux vous mettre le lien dans la boîte de dialogue si ça vous intéresse. Voilà ce que je peux en dire. Très bien, Madame Bonino. Est-ce que Monsieur Boisson ou Monsieur Jacob, vous voulez dire quelque chose sur cette question de commande publique pour utiliser comme facilité et proposer aux entreprises de l'économie sociale solidaire? En France, enfin en tout cas en région parisienne, il y a dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, le gouvernement a organisé justement qu'une partie de l'énorme gâteau de plusieurs milliards d'euros qui vont être consacrés à justement la mise en place de cette belle fête sportive, qu'il y en a une partie qui soit réservée pour les structures de l'ESS. Donc ça va clairement dans le bon sens, mais voilà, après, évidemment, l'application au quotidien, elle n'est jamais très simple et rien n'empêche des grandes entreprises du CAC 40 de créer des structures de l'ESS au sens juridique du terme. Ni les associations, bien sûr, ni des coopératives, mais des sociétés dites de l'ESS avec des structures bien particulières pour bénéficier de cette manne-là. Vous voyez, donc c'est toujours évidemment... évidemment, l'intention est excellente. Après, l'application, elle demande à être justement encadrée et vérifiée. Mais ça, c'est un exemple typique où le législateur ouvre la porte et donne des opportunités aux sociétés de l'ESS pour pouvoir bénéficier d'une opportunité de développement, notamment à travers les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Monsieur Boisson. Je pense qu'aussi, il y a des autres commentaires et des contributions des participants qui disent voilà, qu'il faut fixer des quotas, des parts de marché pour permettre l'accès à la commande publique pour les entreprises de l'économie sociale solidaire. C'est un commentaire de Monsieur Jean-Paul Beschem. Et aussi, il y a Amalia Sabib de CRES de Mayotte qui propose, nous avons un projet similaire à la CRES de Mayotte. Non, alors, elle ne vient pas de CRES de Mayotte, elle vient de CRES ailleurs, qui travaille donc sur l'inclusion des clauses sociales dans la commande publique depuis bientôt 4 ans. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter. Oui, effectivement, donc Madame Sam, vous pouvez contacter Madame Sabit pour avoir plus des exemples concrets. Alors, je pense que j'inviterai aussi Baudouin Kola si vous voulez répondre à quelques questions de nos amis africains. Par exemple, si la question de Fabrice qui dit quelle stratégie à adapter pour une meilleure résilience. Je pense que non seulement M. Kola, mais je pense que tous les autres intervenants peuvent répondre aussi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Laurence. Merci également, Fabrice. Bon. Quelle résilience, quelle stratégie pour une meilleure résilience? Bon, moi, je pense que c'est déjà ce que nous faisons. C'est qu'il faudrait qu'on soit organisé sur le terrain, parce que moi, j'ai eu la chance quand même de faire le terrain, c'est-à-dire j'étais un acteur de la société civile pendant des années avant de venir diriger ce centre de ressources, le CERES, qui est une création du gouvernement et un partenaire, l'ambassade des USA. Donc ça veut dire que j'ai
j'ai pu cerner les difficultés des deux côtés ou les défis qu'il faut relever à ces deux côtés si nous voulons que la thématique puisse décoller effectivement. D'abord, au niveau de la société civile, des acteurs eux-mêmes de l'ES, il faudrait s'organiser autour d'un plan très précis. C'est très important, autour d'un plan très précis. Parce que si je prends le cas de l'Afrique, parce que j'ai aussi une petite expérience, et particulièrement le cas du Togo, les politiques qui doivent soutenir les acteurs de l'OS en le réservant, on vient de parler de l'accès au marché public, en les favorisant l'accès au financement, en créant les conditions favorables pour leur émergence. Et je pense qu'il faut d'abord avoir des acteurs organisés qui savent ce qu'ils cherchent et qui font des propositions concrètes à la partie qui est en face, le gouvernement. Et si au Togo, moi je pense que j'ai été quand même d'un apport assez crucial pour d'abord faire comprendre aux politiques pourquoi est-ce que nous devons aller dans le sens de l'ES. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça, on pense qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Moi, je m'étais retrouvé dans des réunions avec des décideurs en train de poser des questions sur l'ES. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va apporter au pays si on s'y engage fortement? Il y a un travail c'est un travail souterrain qui est fait, qui n'est pas, c'est pas beaucoup de bruit, mais c'est un travail qu'il faut que d'autres pays essaient de faire. Et vient le moment d'avoir un cadre juridique adapté. On ne peut pas avoir une bonne résidence si on n'a pas de cadre juridique. Ça, c'est un facteur qui fragilise beaucoup de pays africains parce qu'on n'a pas de cadre juridique adapté. Au Togo, actuellement, nous avons démarré les travaux d'élaboration de la loi cadre. Et dans la loi cadre que nous allons soumettre au législateur l'année prochaine, si tout va bien, nous prenons compte de l'aspect de l'accès des entreprises sociales et inclusives au marché public. Bon, ça, c'est trop tôt pour vous reverser déjà comment nous voulons aborder cela avec eux. Mais il faut savoir que déjà au Togo, 25% des marchés publics sont accordés aux jeunes et aux femmes. Bon, ont-ils réellement accès à ces 25% du marché? Ça, c'est la question à laquelle je ne pourrais pas donner une réponse assez conséquente. Maintenant, si nous voulons proposer, c'est que les entreprises sociales et inclusives aient accès privilégié à des parties de ce marché, mais il faudrait proposer au gouvernement ou bien à la partie publique l'apport de ces entreprises sociales et inclusives dans le développement local. Sans cela, je pense qu'il serait vraiment très difficile pour les acteurs de l'Ouest de décoller de façon plus efficace. Et je vais finir en disant qu'au Togo, nous avons actuellement en train de développer une stratégie, c'est laquelle nous sommes rentrés en relation avec l'Union des communes du Togo. Je pense que le GCF a servi de facilitateur avec l'Union des communes du Togo pour pouvoir proposer à la partie publique un programme. Je ne sais pas comment on peut élaborer ça, mais mettre en place un mécanisme pour favoriser d'abord l'émergence des entreprises sociales et coopératives dans les collectivités locales au niveau du Togo, mesurer leur contribution dans le développement local, et ceci nous permettra de mieux formuler nos plaidoyers et demander, ça, si on ne sait pas ce que vous faites pour le développement, je pense qu'il serait très difficile de demander. On vous dira que c'est des demandes démagogiques parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que vous apportez. Même si on apporte beaucoup sur le terrain, cela n'est pas mesuré.
il n'y a pas les chiffres parce qu'il n'y a pas un cadre assaini. Les acteurs sont dispersés. Il n'y a pas un cadre qui recueille les chiffres, qui fait des études d'impact et qui communique régulièrement avec la partie publique. Mais voilà un peu ce que moi je peux dire, en disant aussi, pour finir, que nous avons eu un financement du gouvernement togolais pour la mise en place d'un réseau ouest-africain des acteurs qui veulent faire la promotion de l'entrepreneuriat social inclusif. C'est de façon globale les acteurs de l'ES pour qu'on puisse créer ce cadre d'échange. Donc, ce cadre d'échange permanent, apprendre des uns et des autres. Comment est-ce que nous avons fait ici? Comment sommes-nous arrivés à déclencher les travaux de la loi? Comment on s'y prend pour pouvoir avoir un engagement politique fort? Ça, c'est des astuces qu'on peut partager avec les acteurs de ce pays. Et pour cela, nous serons ouverts permanemment. Le GCF peut continuer par son rôle de facilitateur pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kola. On a vraiment pris note de vos suggestions et je pense sans doute on va travailler ensemble. Alors, je pense qu'il y a 2 questions qui n'ont pas été encore répondues. Donc, celle de Mme Amadi Diallo, commune de Saint-Louis, Sénégal. Quels sont les impacts de COVID-19 sur les ODD à travers le monde? Alors, je ne sais pas si, Pauline, Mme Bonino, est-ce que, je ne sais pas si ainsi vous avez fait une étude ou une évaluation sur cette question? Quels sont les impacts? Non, je suis désolée. Oui? Non, on n'a pas fait d'études sur cette question, sur l'impact des ODD sur l'économie sociale. Désolée. Non, vous Je n'avez n'ai pas pas rien à vous dire à ce sujet-là. D'accord. Alors, si M. Boisson ou M. Jarob, si vous voulez répondre à cette question? Moi, alors, je n'ai pas d'infos ni statistiques ni scientifiques sur le sujet. Je me dis juste que les sociétés de l'ESS, c'est des sociétés comme les autres. Donc, elles ont été confrontées au confinement, à la réfaction des financements, aux crises existentielles, etc., comme tout le monde. Certaines sont fragiles, donc vont disparaître. D'autres, non. Mais j'allais dire qu'elles elles ont probablement traité comme les autres. Il y a peut-être un avantage, j'allais dire, concurrentiel dans ce monde-là, c'est que c'est pour moi des entreprises qui sont déjà un petit peu en avance de phase, qui sont déjà en train de penser, de vivre le monde de demain. Et qu'il y a des formes de solidarité. Moi, je suis surpris, je travaille avec des associations qui, notamment, sont a priori manquent de ressources, mais je trouve qu'elles sont pas du tout paniquées, ou en tout cas pas plus paniquées que des entreprises industrielles ou des entreprises de services. Elles ont une forme de résilience, justement, parce qu'elles sont connectées avec leur écosystème, parce qu'il y a du sens, parce que dans la plupart des cas, ils ont réussi à organiser une capacité mieux de prendre soin soit des personnes concernées par le projet, soit des personnes en interne, qu'il n'y a pas de question d'argent, entre guillemets, ou en tout cas de partage de valeur. Je trouve qu'il y a un terrain plus sain et qui peut paradoxalement, dans un contexte compliqué, j'ai envie de dire, c'est les plus faibles ont peut-être plus de chance. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être vous pouvez enchaîner aussi sur la question économie solidaire comme alternative aux pandémies. Ne devrait-elle pas avoir une échelle de production alimentaire et une logistique de distribution équitable? Quelque chose à dire sur cette question? Je ne suis pas assez qualifié là-dessus. Je sais, c'est très compliqué. Je ne connais pas assez bien. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que il faut évidemment organiser des choses, mais il ne faut pas trop organiser parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Je prends toujours l'exemple de Fukushima. Je ne sais pas s'il y a un endroit qui est plus contrôlé, millimétré, processé, organisé, planifié qu'une centrale nucléaire.
eh ben, voilà, ils avaient tout prévu sauf le fait que la vague elle serait trop grosse. Donc ça veut bien dire que évidemment il faut planifier à minimum parce que ça permet de se projeter, mais si on planifie trop, de toute façon, c'est sûr que ce qui va se passer, c'est pas ce qu'on. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que, voilà, je crois que le temps que nous sommes donnés pour ce webinaire, je crois qu'on vient d'épuiser. Comme je pense que vous avez tous entendu, ce thème écosystème en changement de l'économie sociale solidaire dans l'heure post-Covid est un chantier qui vient d'être ouvert, un énorme chantier dans lequel je pense qu'il faut encore beaucoup échanger, beaucoup partager des bonnes pratiques, bonnes expériences, des nouvelles expérimentations qui sont en cours. Rien qu'à travers nos 4 intervenants aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de nouvelles initiatives, mais beaucoup de nouvelles expérimentations, mais aussi des innovations sociales qui est en cours. J'espère donc que cet échange va continuer au-delà de ce webinaire et notamment aussi à travers notre forum virtuel en octobre que le GICEF va organiser à partir du 19 au 23 octobre. Donc, restez avec nous et rejoignez-nous non seulement au prochain webinaire en espagnol ou en anglais sur le même thème, mais aussi nous vous attendons tous à revoir durant le forum virtuel d'octobre du GICEF de 19 au 23 octobre. Un très grand merci à nos intervenants pour leur grande qualité de contribution, la clarité et aussi vraiment beaucoup d'informations nouvelles et intéressantes que nous avons appris, mais aussi à tous nos participants qui n'étaient pas très actifs pour poser des questions, mais je pense que peut-être beaucoup des expériences et des pratiques qui ont été présentées ce soir étaient un peu nouvelles expériences qui n'ont pas été très bien connues. En tout cas, un très grand merci et à bientôt pour notre prochain webinaire GICEF en espagnol. Merci.